de notre réflexion, dire, bah, ça tombe bien, on est nous assez matures dans le domaine et on va apporter notre compétence sur le terrain. Ça va peut-être créer aussi des vocations, comme on dit, le monde attire le monde. On a été peut-être pionniers sur le domaine et on se dit qu'il y aura d'autres bureaux d'études qui vont voir qu'il y en a des acteurs qui commencent à arriver, ça va intéresser d'autres personnes. Et on a eu énormément d'architectes qui se sont intéressés à ce domaine, comment on fait, à quel moment ils nous sollicitent, quel type de projet. Donc on a échangé, ça a été 3 jours intenses. Je pense que ce soir je vais bien me reposer. Mais voilà. Justement, Mahdi Hamada, pour rebondir sur cette question, qui fait appel à vous? Les collectivités locales, le monde économique, le monde industriel, les particuliers qui fait appel à Zeolite, par exemple, pour faire un bilan énergétique, une demande de sobriété énergétique? Je vais répondre à la question en souriant parce que je suis super content. En plus, vous avez un beau sourire. C'est gentil. Ça tombe bien. Ne serait-ce que hier soir, Attendez, on va changer de micro. je pense que ça marche. Là, c'est la petite bonne nouvelle du salon. On a été sollicité pour répondre sur une base vie à Rataya, 27 000 m² sur des sujets de photovoltaïque, on va en parler ensemble, de décarbonation, de confort. Donc là, on est sur un projet privé, on va le dire, enfin non, semi-étatique, privé. On a eu la chance de travailler... Sans rentrer dans les collectivités locales, entreprises publiques Oui, on a un stade, on a du logement, voilà. Très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle du salon. Mais au-delà de ça, on a aussi un petit sujet hybride à Biskra. On a fait des petits bilans thermiques à Esfoun pour du particulier. Donc voilà, là on est encore, la société est nouvelle, donc on est encore en train de sensibiliser un petit peu, comprendre un peu les différents textes de loi. On a eu pas mal d'échanges avec M. Moussaoui sur la RTB, la RTB+, sur les audits énergétiques. Il faut savoir qu'il y a des auditeurs qui sont agréés en Algérie, qui existent déjà. Donc effectivement, on apporte une compétence qui est déjà développée à l'international, avec des solutions qui existent, peut-être des logiciels différents, mais il y a également des compétences en Algérie sur le sujet de l'énergie. Très bien, donc c'est naissant mais prometteur. Si je devais résumer un petit peu la situation. Très bien. On prend d'autres questions dans la salle. Merci. Monsieur, cette fois-ci, je vais moi-même lui donner la parole. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors d'abord, petite réponse à monsieur Moussaoui. C'est automatique. J'ai pris des photos pour les montrer à mes étudiants. Et je pense que vous allez comprendre. J'ai beaucoup apprécié également. J'ai pris également des photos pour les montrer à mes étudiants. Je me présente, je suis enseignant d'architecture. La question que je pose, un peu pour tout le monde, mais je ne suis pas très connaisseur là-dessus, c'est combien coûte un panneau solaire en Algérie? Est-ce qu'il y a une descente? Est-ce que le prix, c'est plus ou moins est abordable? Est-ce que cette installation... parce que pour pouvoir l'imposer, la suggérer à un client, il faudrait mettre, tout le monde sait qu'à long terme, les gagnants, etc. Mais le prix de départ est quand même assez important. Je ne sais pas. Le coût, oui. Le coût économique. Oui. Le coût économique. Le coût est financier. Avec le temps, est-ce que ça descend ou ça reste stable? Qui peut répondre là-dessus? Voilà, merci. Mariam, vous voulez essayer à une réponse? Oui, bien sûr, c'est mon métier. Par contre, je ne peux pas vous donner une réponse comme ça. Je peux vous dire 2 choses. La première, c'est que le coût il a énormément baissé depuis ces dernières années pour 2 facteurs simples. Les Chinois qui construisent aujourd'hui tous les panneaux solaires dans le monde ont complètement baissé et drastiquement les prix, largement aidés, subventionnés par le gouvernement chinois. En Algérie, on a eu des industriels très tôt qui se sont lancés dans la production de panneaux photovoltaïques et malheureusement, ils n'ont pas tenu en termes de qualité, de quantité, de prix aussi. Et donc, ça, c'est l'un des facteurs qui explique 60% d'un coût d'un projet d'investissement photovoltaïque. Ensuite, il y a l'électronique de puissance, l'onduleur et tout ce qui vient autour, donc les disjoncteurs, les parafoudres, parce que c'est... Les batteries aussi. Quand on va mettre des batteries. Et toute cette électronique de puissance n'est pas à négliger.
parce que c'est ça qui va faire la sécurité et la durabilité. Je le dis avec beaucoup de solennité, c'est un métier qui comporte des risques. On fait de l'électricité et c'est du courant continu. Donc il y a des arcs électriques, il y a des risques d'incendie, il y a des risques d'accident. Et comme on le disait tout à l'heure et encore ce matin, on devrait avoir des normes sur lesquelles on a essayé d'avancer. On n'a pas encore toutes les normes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une filière professionnelle. Donc l'un des gros sujets qui va être très dépendant aujourd'hui de la qualité et de la rentabilité d'un projet, c'est les études. Parce que si vous faites des études, on est capable d'économiser très vite, de mettre un bon nombre de panneaux et avec une efficacité énergétique bien pensée, d'ailleurs avec des experts de l'APRU ou nos ingénieurs ou en collaboration, vous avez un projet qui est rentable en moins de 5 ans. En moins de 5 ans pour un industriel. Quand on va rajouter des batteries, on va rajouter de la sécurité, on est jusqu'à 7 ans. 5 ans, il faut que je rajoute derrière, ou que j'enlève, le coût du financement en Algérie, qui est quand même très élevé, et puis tout ce qui va être autour de la sécurité, de ce qu'on veut faire en DCDC, ACDC, etc. Il y a quelques années, on était à 10 ans de rentabilité. Donc je compare ça avec les 4 dinars de Sonelgaz ou les 8 dinars de Sonelgaz. Parce que si je suis avec les 1 dinar 80, j'ai pas les mêmes ratios, donc c'est important de savoir avec quoi on se compare. Et les 4 dinars de Sonelgaz ou les 8 dinars de Sonelgaz, c'est les heures de pointe, ne sont pas aujourd'hui la norme. Donc on a encore beaucoup trop de gaspillage énergétique parce qu'on est là sur du 1 dinar 80. Et 1 dinar 80, on n'étouffe pas Sonelgaz, on la tue, et on l'assassine même, et à 1 dinar 80, c'est nous tous collectivement qui allons droit dans le mur. Donc 1 dinar 80, c'est soutenable pour personne, c'est bien pour encourager au départ des industries, on les connaît, qui sont stratégiques pour nous. L'agriculture, moi je veux que les agriculteurs ils payent 1 dinar 80, mais pour le reste, c'est pas tenable pour le pays. Pourquoi je vous dis les études? C'est parce que si je dois garantir derrière le prix, c'est parce que je vais garantir la sécurité. Sinon, on dit, ok, on achète des choses qui sont garanties jusqu'au bout de la rue, et ça, le solaire, c'est de l'infrastructure énergie, et donc, comme Sonatrach construit pour 50 ou 70 ans, nous, on construit pour que ça dure 30 ans. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on maîtrise bien, dès le début, les études. La deuxième chose que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que, peut-être pour temporiser un peu mon propos, c'est beaucoup mieux qu'il y a 15 ans. On a beaucoup plus de sensibilisation. L'APRU a fait un travail extraordinaire, le commissariat, les agences, le cluster. On est nombreux à avoir pris notre bâton de pèlerin. Par contre, il faut bien qu'on comprenne que c'est avec les études et seulement avec les études, donc c'est un métier d'ingénieur et ce n'est qu'un métier d'ingénieur, qu'on arrivera toujours à avoir la sensibilité. Comme un architecte, on ne peut pas s'improviser architecte, mais on ne peut pas s'improviser ingénieur photovoltaïque. En fait, pour aller un peu plus loin dans cette idée, il y a quelques temps, j'ai discuté avec un ami qui avait justement une entreprise, une petite PME d'installation de panneaux photovoltaïques, et qui me disait nous ne sommes pas compétitifs parce que le coût de l'électricité il est encore trop bas en Algérie. Et donc ça n'incite pas les gens à installer des panneaux photovoltaïques, parce qu'il faut savoir, tous ici le savent, c'est que l'électricité en Algérie, elle est subventionnée. C'est-à-dire que la facture que vous recevez chez vous, et que beaucoup pensent élevée, en réalité, elle est très loin de refléter le coût de revient de cette énergie électrique, et c'est le trésor public par la suite qui paye à Sonelgaz le différentiel. Qui dit trésor public, c'est-à-dire que c'est nous tous qui payons le différentiel du kilowattheure. Et donc, du coup, l'énergie électrique, c'est ce que me disait en tout cas, le coût est trop bas pour que le solaire soit compétitif. Peut-être l'APRU pour répondre à cette question, mais le débat est ouvert. Je vais répondre à monsieur et vous répondre en même temps. Ça dépend dans quel prisme on se positionne. Si on va vers le particulier, effectivement, c'est pas rentable. Maintenant, si vous menez, moi en tant que, on va dire, avec un background assez important, si un particulier va me dire est-ce que je peux installer du photovoltaïque et tout, je dis ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que tu veux faire un bien pour l'environnement ou pour toi? Première question. Deuxième question, c'est je vais l'orienter essentiellement vers le solaire thermique, plus que vers le PV. Pourquoi? Parce qu'il est plus abordable. D'accord, bon, le solaire thermique, c'est surtout pour éventuellement avoir de la chaude sanitaire, pour avoir éventuellement des fours solaires, pour ceux qui peuvent le mettre. Mais je ne vais pas l'emmener le PV. Le PV, pour l'instant, aujourd'hui en Algérie, est destiné beaucoup plus vers, on va dire,
les grands équipements et les industriels. D'accord? Et effectivement, là, c'est le retour sur investissement, comme l'a dit tout à l'heure, le retour sur investissement, vous devez prendre plusieurs facteurs en même temps. Mais, pour revenir à vous, c'est-à-dire qu'effectivement, l'énergie n'est pas chère chez nous. Elle est largement subventionnée. Vous connaissez la hauteur de la subvention de l'énergie en Algérie? C'est à peu près 50%, c'est comme le litre de carburant. Non. Elle est à 75%. Voilà, 75%. On avoisine presque les 78%. Pourquoi? Parce qu'elle est subventionnée à l'extraction, à la production, à la distribution et à l'exploitation. Donc vous avez plusieurs niveaux de subvention. C'est exactement comme le litre de carburant. C'est-à-dire qu'on paye à 45 dinars et le litre de samplon, le coût de revient, c'est pour ça que je dis ça. 100 dinars. Ça dépend dans quel prisme vous vous positionnez. Si vous vous positionnez en tant qu'individu, effectivement, c'est pas rentable. Mais il ne faut pas se positionner en tant qu'individu. Il faut se positionner en tant que nation, en tant que pays. Et là, c'est différent. Les investissements ne sont pas. Non, attendez, les investissements ne sont pas aussi. Je ne suis pas dans le bien ou le mal. Et là, je sais que j'ai titillé un petit peu quelqu'un à côté de moi. Deux secondes. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Non, Deux secondes, je termine. J'ai défini une situation. C'est tout. Justement, c'est pour ça que je voulais, vous avez, apporté du grain à moudre un petit peu à mon discours. Et effectivement, il faut se positionner un petit peu, voilà. Il faut se positionner dans cette optique-là et ne pas voir, parce que, encore une fois, et la crise énergétique actuelle nous prouve encore une fois, et j'ai beaucoup aimé la phrase madame tout à l'heure en disant que cette énergie, il faut qu'on reste un pays énergétique. Ça, c'est primordial. Notre souveraineté énergétique, notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté tout court dépend de l'énergie, et essentiellement de l'énergie. Très bien, on va donner peut-être la parole. Je vais juste compléter si vous permettez. Oui. Il faut que je remette à jour les chiffres de la prod du coup parce que l'énergie solaire a beaucoup baissé, en Algérie aussi. Et aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre, on est à 1,95 dinar en prix de revient si je regarde la production sur 20 ans. Donc maintenant, ça produit jusque 30 ans. Et il y a deux petites choses, c'est que plus le projet est important en termes de taille, plus mon prix est dégressif, et ça c'est mécanique, et puis c'était une loi, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais c'est mécanique parce qu'en plus j'absorbe beaucoup, ouais, il n'est pas très bon le micro. J'absorbe beaucoup plus, merci, d'électronique de puissance, donc je vais avoir des coûts qui sont réduits. Pour le particulier, j'ai installé chez mon père, il y a 5 ans, en Kabylie. Il a un problème tout simple, il a des coupures d'électricité quand il est rentré, il y a 15 ans, 10 ans, il ne savait pas qu'il y avait des coupures d'électricité, donc il a tout mis en électrique dans sa maison. Qu'est-ce qu'il a mis dans sa maison? Son portail, son garage, sa porte, l'eau, il a une pompe à eau en bas. Il a des coupures d'électricité encore très fréquentes, et pour lui, l'économie d'énergie et la rentabilité, elle est tout de suite. Parce que sinon, il n'a pas d'eau, elle est immédiate. Donc il est tout content, il a 4 petites batteries solaires qui tournent très bien depuis 5 ans, et lui, le coût de l'énergie est réel et beaucoup plus élevé. Et beaucoup moins cher. Et je vais prendre un dernier exemple, c'est Nabil Mellah, que j'aime bien citer, le patron de Mérinal, même s'il a eu ce qu'on connaît malheureusement. Il m'avait dit très simplement en 2019, Myriam, le coût de mon énergie, donc c'est du pharma algérien, vous connaissez, le coût de mon énergie n'est pas celui que j'ai sur mes factures. C'est le coût du groupe électrogène, c'est le coût de l'UPS, c'est le coût du gars qui me surveille le groupe électrogène, c'est les relents d'inertie que j'ai mis derrière si mon UPS ne fonctionne pas, et c'est les pertes que j'ai quand j'ai des coupures à Phoenix Ranch. Oui, c'est un écosystème. Voilà, et donc c'est pas les 4 dinars ou les 5 dinars. Oui. Donc ça c'est le coût réel, en plus des pertes, etc., et de son coût d'exploitation. Donc d'autres industriels, pour ne pas les citer, ont réussi à avoir des remboursements des pertes d'exploitation par leurs assurances. Ça nous a aidé de leur montrer qu'il y avait des fréquences de coupure et la fluctuation de la coupure, etc. Donc, il faut qu'on se parle, monsieur Moussaïf, c'est rentable aujourd'hui. Chacun prêche sa paroisse. Le micro pour nos deux amis, s'ils veulent effectivement réagir sur cette problématique. Ouais, je vais compléter l'échange qui était intéressant juste avant. Donc je pense que moi, il faut avoir une vision systémique. Donc depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut avoir une réflexion en amont. Et je pense que la première des choses, je pense que c'est faire l'intégrer dans la réglementation. Aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation sérieuse thermique et on devrait peut-être, c'est une idée que je lance aujourd'hui, pourquoi pas imposer un taux d'énergie renouvelable dans les nouvelles constructions. On construit une nouvelle promotion, on se dit qu'il faut avoir 5%. On peut
à faire avec des seuils. On n'est pas obligé de taper tout de suite, il faut 50%. Graduel. On commence jusque 2030 à 5%. 2010. Ça permet de créer une filière qui a le temps de se structurer, de pouvoir aussi avoir des gens qui peuvent concevoir, et tout le monde va s'y retrouver. Donc on a un objectif d'ici 2030 à réduire à 10%. 2050, j'ai oublié, c'est 30%, je pense que si j'ai retenu, j'ai pris en photo, je vais référer, et on essaie. Et je pense que la première des choses, c'est d'avoir vraiment en amont, si on n'a pas de réglementation, De se fixer des objectifs réalistes. réaliste et réglementaire. C'est ça, moi je pense qu'il faut avoir... Contraignant. Réglementaire. Fadi Hamadash, toujours sur cette problématique. Et puis peut-être s'il n'y a pas d'autres questions après, on va passer à la clôture de l'événement. Allez-y. Oui, il n'y a pas de problème, on prendra les questions, il n'y a pas de problème. Pas grand chose à rajouter, Daïla, je te laisse la parole dans 10 secondes. Simplement, j'ai beaucoup aimé, moi, l'image de. C'est Myriam, c'est ça, avec donc les coupeurs d'électricité. C'est vrai que les solutions de secours, ou bien même totalement isolées en photovoltaïque, c'est génial dans les zones où il y a des coupeurs d'électricité. Donc, ça, c'est vraiment en réalité l'argument numéro 1. Parce que si on regarde les retours sur investissement du PV en Algérie par rapport au photovoltaïque dans d'autres pays, on fait facilement x6, x7 ou peut-être même x10 au vu du coût de l'énergie en Algérie. Donc c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas penser finalement en économie financière, mais plutôt j'ai pas le mot, mais en confort d'usage plus qu'en économie financière. Voilà. Allez, on va donner la parole à madame, allez-y. Merci pour la présentation. Alors on a parlé donc de la problématique aujourd'hui. Le micro. Oui, pardon. Alors avec les subventions, quels sont les leviers justement pour motiver les maîtres d'ouvrage? Je ne parlerai pas du consommateur final, mais surtout du maître d'ouvrage pour justement aller vers l'efficacité énergétique. Les incitations. Quels sont les leviers? C'est mon gros sujet du moment. Ouais, mais la fille. C'est mon gros sujet du moment. Pourquoi? Parce qu'en France, j'ai un maître d'ouvrage qui est juste le marché de Rungis, donc le mine de Rungis, avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant, je crois, sur des sujets d'audit énergétique, entre autres, qui m'a dit un jour en réunion, mais je ne comprends pas là, vos sujets d'énergie, d'économie, tout ça, pourquoi je continue à faire ça, alors que là, aujourd'hui, l'Europe est en train d'aller chercher son gaz des États-Unis. En fait, il y a un vrai paradoxe entre ce que demande l'Union européenne finalement aux maîtres d'ouvrage, ce qu'ils font eux de leur côté et les réglementations qui arrivent, tout ça. Donc c'était juste pour dire ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quelles vont être les directives officielles sur les prochaines années en Algérie, même si on voit un peu ce qui se passe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas facile pour un État de motiver finalement des maîtrises d'ouvrage qui voient un petit peu ce qui se passe. Alors, vision européenne, hein. Après, je te laisse le micro, vision européenne par rapport à ce qui se passe sur un contexte géopolitique qui est changeant, on le voit, hein. Aujourd'hui on voit ce qui se passe, ça bouge beaucoup, mais d'ailleurs si vous avez une réponse à ça pour que je puisse la donner à mon client, moi je suis preneur. Tahal Moussaoui a peut-être des questions, des réponses concernant les incitations à passer au renouvelable. Si j'avais des réponses. Hein? De quoi? J'allais y arriver. Laisse un petit peu, laisse-moi un petit peu. Alors, si j'avais la réponse, ça serait pas aussi difficile que ça. Les leviers sont divers, d'accord, mais il y a toujours la carotte et le bâton. On a essayé la carotte à plusieurs reprises, d'accord, on a essayé beaucoup de leviers. Alors, des leviers d'incitation, des financements d'aide pour l'isolation thermique, pour l'installation de double vitrage. On a essayé beaucoup de choses à destination des promoteurs, des maîtres d'ouvrage et ensuite des bénéficiaires. La conclusion globale qu'on a pu en sortir, c'est que toutes les incitations destinées aux maîtres d'ouvrage, aux promoteurs ont échoué. Pourquoi? Parce que c'était pas pour eux, en termes de coût, même s'il y avait une subvention, ça leur donnait peut-être un peu de trop, on va dire, de tracasseries administratives, etc. Mais comme ils ont des échéances beaucoup plus importantes, livrer les logements, etc., ça reste très compliqué. Par exemple, je vous donne un exemple, on a fait
vous êtes au courant, bien au courant. En 2009, on avait lancé le programme des 600 logements performants énergétiquement. Quand on a lancé, le marché n'existait pas, ni en termes de double vitrage, ni en termes d'isolation. Il n'y avait rien, aucun produit local, ni matériaux.